Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va pouvoir commencer ce webinaire du coup, qui sera consacré aux enjeux de l'action en justice menée par plusieurs parties. On reviendra là-dessus contre le groupe Rocher. J'espère que vous m'entendez toutes et tous bien. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez évidemment utiliser la partie chat pour nous signaler quelques problèmes techniques ou même pour poser vos questions. En tout cas, on est ravis de pouvoir prendre la parole aujourd'hui pour vous expliquer un peu tous les tenants et les aboutissants de l'affaire voilà, qui nous anime depuis mars 2021 et même encore avant. Mars 2021, c'était le moment de la signation du groupe Rocher. Et voilà, on va vous en dire un peu plus sur l'historique de cette affaire. Le webinaire, du coup, se terminera à 20 h. Les prises de parole vont se succéder. Vous allez pouvoir poser vos questions à la fin de chaque prise de parole. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions dans le chat, etc. On a une modératrice qui prendra vos questions en note. Donc, on est ravis. Je me présente déjà peut-être tout d'abord. Donc, je suis Aurore Pereira, chargée de campagne et plaidoyer droits des femmes au sein de ActionAid France. On est une organisation du coup de la société civile française pour défendre les droits économiques des travailleurs, des travailleuses partout dans le monde. Et donc, dans ce cadre, on organise ce webinaire pour vous sensibiliser, vous informer sur l'action en justice que nous menons actuellement avec d'autres partenaires sur ce dossier-là. Et donc, dans cette optique, on est ravis aujourd'hui de pouvoir compter autour de la table nos partenaires qui sont partis à nos côtés pour cette action en justice. On a Riza qui est responsable des relations internationales du syndicat Petrolish. Le syndicat Petrolish, c'est un syndicat turc qui est également parti du coup avec nous dans cette action en justice contre le groupe Rocher. On a également l'ONG Sherpa à nos côtés qui aujourd'hui est représentée par Lucie Châtelain qui suit évidemment l'affaire et qui est responsable contentieux et plaidoyer au sein de l'ONG Sherpa. À nos côtés également, Anna qui est présidente de l'organisation Femmes Égalité. Anna Azaria, tu reviendras certainement plus tard sur tes engagements, mais elle va venir nous expliquer en quoi cette action en justice est vraiment un enjeu féministe et pourquoi il est important que les organisations féministes aujourd'hui s'engagent sur cette question. Voilà, donc encore une fois, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de laisser la parole à Mehdi Achour, qui est le directeur de ActionAid France, pour introduire ce webinaire. Mehdi, tu as la parole. Merci beaucoup Aurore, bonjour à toutes et à tous. Je voulais prendre la parole très rapidement déjà pour remercier l'ensemble des partenaires Petrolish. Je suis sincèrement désolé de ne pas pouvoir vous rencontrer aujourd'hui en présentiel parce que malheureusement j'étais en déplacement aujourd'hui et puis Sherpa, Femmes et Égalité. Je voulais faire un petit rappel historique sur toute l'affaire, qu'on puisse poser les choses avant bien sûr de laisser la parole à chaque intervenant et intervenante. Vous rappelez que l'entreprise Cosane Cosmétiques, qui est une filiale du groupe Yves Rocher depuis 2012, fabrique des produits de beauté, la marque Flormark dans le bassin industriel de Gebze en Turquie. Il y a une vague de licenciements dans l'usine qui est détenue à 51% par le groupe Yves Rocher. C'est 132 salariés qui ont été licenciés pour des raisons syndicales parce qu'elles se sont engagées avec Petrolish, qui se sont mobilisés pour faire valoir leurs droits face aux conditions de travail qui sont déplorables dans l'usine. Ce sont surtout des femmes qui, en se syndicalisant, souhaitaient faire valoir leurs droits face aux conditions de travail, c'est-à-dire des salaires bas, des expositions à des produits nocifs, des heures supplémentaires et de la discrimination contre des femmes. Il y a eu 300 jours de grève et il y a eu des soutiens de nombreuses organisations, dont ActionAid France. Et en avril 2020, il y a eu une coalition, une alliance de Sherpa, ActionAid, Petrolish pour mettre en demeure le groupe Yves Rocher, parce que ces violations auraient pu être évitées. Si le groupe Yves Rocher avait respecté son devoir de vigilance,
Pour rappel, en 2017, il y a une loi sur le devoir de vigilance qui a été adoptée pour obliger les grandes entreprises françaises à établir et publier, mettre en œuvre de façon effective des plans de vigilance qui contiennent des mesures pour identifier les risques et prévenir les atteintes graves aux droits humains et aux libertés fondamentales. Ce qui est un petit peu ironique dans cette histoire, c'est que Yves Rocher, par ailleurs, est devenu une société à mission. C'est un statut qui permet à des entreprises commerciales de poursuivre officiellement, dans le cadre de leurs activités, des objectifs sociaux et environnementaux. Par ailleurs, le PDG Brice Rocher s'est vu confier par la même occasion par le gouvernement une mission sur la gouvernance responsable des entreprises. C'est un rapport qui fait la promotion pour les entreprises de la nécessité de se doter d'une raison d'être pour agir comme des employeurs responsables qui pourront assurer la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, valoriser la diversité, faire de la santé, de la sécurité et du bien-être au travail une priorité. Or, le groupe n'avait pas rendu public son plan de vigilance, il ne l'a fait qu'à partir de 2020, après avoir été mis en demeure, et les publications de ces plans de vigilance pour 2017 et 2018 ne faisaient aucune référence à Fleurmar. L'étape essentielle récente, c'est le 23 mars dernier, le dépôt d'une assignation auprès du tribunal judiciaire de Paris pour manquement au devoir de vigilance d'Yves Rocher par 34 des victimes, par Sherpa, par ActionAid et par Petrolich. C'est un excellent exemple de pourquoi le devoir de vigilance est extrêmement important et c'est un outil qui nous permet d'obtenir des actions, mais qui n'est pas assez invoqué. De notre côté, à ActionAid, nous estimons que notre rôle, il consiste à connecter à l'échelle internationale des mobilisations pour la justice sociale, l'égalité de genre, le respect des droits économiques. Le devoir de vigilance nous offre une opportunité pour nous permettre de nous mobiliser avec des personnes dont les droits sont violés. Agir sur le plan juridique au niveau national ou international pour le respect de la loi. Et nous battons aujourd'hui avec certains de nos alliés pour que cette loi puisse avoir un prolongement au niveau européen dans le cadre d'une directive. Je voulais simplement conclure rapidement en citant un rapport qui a été publié en juillet 2021 par ActionAid, rapport Vigilance Zéro, dans lequel nous avons analysé des plans de vigilance et des politiques de prévention de 9 entreprises françaises qui sont soumises au devoir de vigilance. C'est extrêmement intéressant pour pouvoir comprendre un petit peu à quoi sert cet outil. Je voulais aussi signaler que ActionAid France est mobilisé dans le cadre de l'adoption de la Convention 190. C'est une norme internationale contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Voilà, je vais pas prendre plus de temps. Je pense que vous serez beaucoup plus intéressés parce que les panélistes auront aussi à dire. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup, Mehdi. J'espère que tu resteras encore un peu avec nous. Après, je sais que tu as des devoirs. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris la parole pour introduire cette session, ce webinaire qui sera donc consacré voilà, à tout ce qu'implique cette affaire contre le groupe Rocher et également voilà, cet outil de la loi sur le devoir de vigilance. Donc, sans transition, je vous propose de commencer d'ores et déjà avec une première prise de parole. Il nous semblait important dans un premier temps de commencer avec voilà, ce qui s'est passé concrètement sur le terrain. Et pour ça, pour ce faire, qui de mieux placé finalement que Riza, qui est le responsable des relations internationales du syndicat turc Petrolich, qui est le syndicat donc auprès duquel se sont syndiqués les ouvrières et les ouvriers de l'usine Fleurmar. Je l'ai pas présenté au début, mais voilà, Reza est accompagné de Jalal qui est du coup l'interprète. Et donc voilà, je vous propose d'écouter tout de suite le témoignage de Reza. Reza, si tu veux peut-être nous présenter le syndicat, nous expliquer aussi un peu le contexte turc, etc. à cette époque, quand il y a eu cette mobilisation. Merhabalar. Öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Bonjour à tous et merci de m'avoir reçu. Böyle bir webinarın düzenlenmesinden dolayı da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Et je remercie également les personnes qui ont organisé ce webinaire. Adım Rıza Köse, Petrolis Sendikası Dış İlişkiler Uzmanıyım. Je m'appelle Rıza Köse, je suis le responsable des relations internationales à Petrolich. Petrolis Sendikası, petrol, kimya, plastik sektörlerinde örgütlü, yaklaşık 40.000 üyesi olan bir sendikadır. Petrolich est un syndicat qui compte environ 40 000 membres.
et qui est implanté dans les entreprises qui produisent du pétrole, des pneus et des produits chimiques. Kimya sektörü özellikle bizim açımızdan, Petrol İş Sendikası açısından çok önemli ve elzem bir sektördür. Le secteur chimique, enfin l'industrie chimique est très importante pour notre syndicat, syndicat Petrol İş. Bu alanda örgütlenmeye önem veriyoruz ve bu alandaki örgütlülüğümüzden bir tanesi de Yves Rocher firmasındaki örgütlülüğümüzdür. Nous faisons très attention à nous implanter dans ces entreprises-là et dans le cadre donc, de ces entreprises chimiques, Yves Rocher fait partie de nos priorités. 2018 yılının başında güçlü bir örgütlenme kampanyası başlattık Yves Rocher firmasında. Nous avons commencé en 2018 une campagne d'implantation de notre syndicat au sein de Yves Rocher. Kısa süre içerisinde burada bulunan işçileri, Yves Rocher işçilerini örgütledik. Et on a réussi à recruter énormément d'ouvriers en très peu de temps à l'intérieur de cette usine de Yves Rocher. Yasal olarak çoğunluğu almamız gerekiyordu. Nisan başında çoğunluk tespiti için bakanlığa başvuru yaptık. Afin de pouvoir prendre le statut de représentativité, nous devions faire une demande pour nous dénombrer afin d'être le syndicat majoritaire représentatif. Donc, nous avons fait une demande au ministère de l'Intérieur en ce sens-là en 2018. En 2018. Yetkiyi bakanlık verdi ancak Yves Rocher şirketi maalesef sendikal haklara saygı duymak yerine, örgütlülüğü kabul etmek yerine yetkimize itiraz etmeyi tercih etti. Le ministère de l'Intérieur a confirmé notre représentativité, mais Yves Rocher a préféré ne pas reconnaître cette liberté syndicale et a protesté contre cette reconnaissance du ministère. Nisan ayının sonuna doğru bu yetkiye itiraz eden Yves Rocher şirketi Mayıs ayında da işçileri atmaya başladı. Üyelerimizi, örgütlü işçileri atmaya başladı. Le syndicat, la direction de Yves Rocher, donc, de cette usine, a d'abord protesté, enfin, a refusé, a contesté la décision du ministère de l'Intérieur concernant la représentativité du syndicat Petrol İş fin avril, et au mois de mai, a commencé à licencier nos membres, les membres de notre syndicat qui étaient dans l'usine. Petrol İş Sendikası, Yves Rocher iş yerinde bulunan bütün işçileriyle, bütün örgütlü üyeleriyle, kadınıyla, erkeğiyle bir direniş başlattı bu işten atmalara karşı. Et le syndicat Petrol İş a commencé avec tous ses membres, avec les femmes, avec les hommes, avec tous les ouvriers qui étaient présents dans cette usine, un mouvement de résistance à ces licenciements. Sendikamızın bu süreçteki en büyük şanslarından bir tanesi de bu iş yerinde daha çok kadınların olmasıydı. Daha çok kadınları örgütlememiz olmasıydı. Dolayısıyla kadınların kararlılığı ve mücadele azmiyle bu direniş uzun süre devam etti. L'une des chances que notre syndicat avait est que la majorité des ouvriers de cette entreprise qui étaient concernés par la répression étaient des femmes. Et nous avons pu profiter de la ténacité et du côté décidé de ces femmes, ce qui a fait que la résistance a duré très longtemps. Sendikada bu süreci tamamen destekledi ve burada üyelerimizle tam bir dayanışma ve işbirliği içerisinde süreci yönettik. Et la direction du syndicat a clairement soutenu donc les ouvriers et a essayé vraiment de continuer cette action en solidarité avec les ouvriers pour les soutenir. 300 güne yaklaşık direniş sürecinde, fabrika önündeki direniş sürecinde farklı eylem türleri kullanıldı. La résistance devant l'usine a duré environ 300 jours et plusieurs types de différents événements se sont produits pour pouvoir, la résistance s'est organisée autour de plusieurs événements. Direnen işçilerimizi, her zaman Petrol İş yanındaydı zaten direnen işçilerin, ama direnen işçileri Türkiye'deki sendikalar ziyaret ettiler, Türkiye'deki demokratik kitle örgütleri ziyaret ettiler, kadın örgütleri ziyaret ettiler. Bunların her biriyle ayrı ayrı aslında basın açıklamaları ve eylemler yapıldı, etkinlikler yapıldı iş yerinin önünde. Si le syndicat Petrol İş a soutenu les ouvriers qui étaient en résistance, ça ne s'est pas limité uniquement à Petrol İş, mais plusieurs autres syndicats
ont manifesté leur solidarité et leur soutien. Plusieurs organisations non gouvernementales, plusieurs associations de lutte sont venues montrer et manifester leur soutien à toutes les personnes qui étaient là-bas en train de résister. Burada beraber bu webinarı düzenlediğimiz ActionAid geldi Türkiye'ye. Yine işçileri ziyaret etti, sendikamızı ziyaret etti. Bu konuda dayanışma sundular. Sherpa ile yine aynı şekilde işbirliği ve dayanışma içerisinde bu süreci yürüttük. Donc nous avons eu la visite aussi d'Actionaid qui est venu manifester son soutien à ces ouvrières et plus tard nous avons continué avec Sherpa à travailler, à collaborer dans ce mouvement de solidarité. Daha sonra onlarla birlikte işçilerin haklarını daha da ileriye taşımak için böyle bir dava açıldı Fransa'da bu yasaya dayanılarak. Et plus tard, nous avons décidé de, tout en se basant sur cette nouvelle loi, de poursuivre la défense des droits de ces ouvriers en commençant ce procès. Buradan bizim beklentimiz gerçekten büyük hak ihlalleri yaşandı bu örgütlenme sürecinde. Ici, nous avons plusieurs attentes, mais le plus grand, c'est il y a eu des violations de droits dans notre tentative de nous implanter dans cette usine. Adaletin sağlanmasını bekliyoruz. Adaletin yerine gelmesini bekliyoruz. Bu davanın diğer iş yerleri için, çok uluslu şirketlerin tedarik zincirleri için, Türkiye'de bulunan tedarik zincirleri için bir örnek teşkil etmesini istiyoruz. Nous voulons que nous voulons bien sûr que justice soit faite et nous voulons que justice soit faite afin que ça serve aussi d'exemple à toutes les autres entreprises qui travaillent aussi en Turquie dans le système de production et d'approvisionnement. Sonunda bütün işçilerin haklarını almasını istiyoruz, haklarına kavuşmasını istiyoruz, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz. Et nous voulons bien entendu que les ouvriers puissent obtenir une compensation, qu'ils puissent obtenir ce à quoi ils ont droit en raison des violations de droits qu'ils ont subies. Bu davanın sonucunun Türkiye'deki sendikal örgütlenmenin önünü açıcı bir etkisi olacağını düşünüyoruz bu tür şirketlerde. Nous pensons que l'issue de ce procès va permettre de libérer un peu plus la voie aux syndicats en général en Turquie dans ce type d'entreprise. Petrol İş Sendikası olarak burada bu davanın açılmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde yine aynı şekilde üyelerimizin direnişi çerçevesinde değerlendirdiğimizde bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Et en tant que Petrolish, au nom de tous les membres que nous avons, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à cette action en solidarité avec nous. Merci beaucoup, Reza. Donc on a quelques questions pour toi, notamment vis-à-vis de la mobilisation. Donc vis-à-vis de la mobilisation, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment s'est organisé ce pilier de grève qui a duré 300 jours? Tabii ki ilk olarak İvroşe yerel işvereni, yani yerel yönetimi işçileri Mayıs başında işten atmaya başladı. Gruplar halinde işten atmaya başladı. Alors tout d'abord, l'employeur a commencé à licencier groupe par groupe les employés au début du mois de mai. İşçilerle yapılan toplantıda, sendikanın da yaptığı toplantıda fabrika önünde hakkımızı almak için direniş yapma kararı alındı. Donc le syndicat a organisé des réunions avec les ouvriers et la décision a été prise d'organiser la résistance devant l'usine afin de demander les droits. Sürecin tamamı oradaki işçilerle birlikte yürütüldü. Yani işçilerin kararı alınarak süreç devam ettirildi. Alors la résistance a été conduite avec la totalité des ouvriers qui étaient présents devant l'usine. Ce sont des décisions qui ont été prises
suite à des assemblées générales et donc ça a été quelque chose qui a été organisé là-bas. Oradaki örgütlenmenin temel gerekçesi tabii ki kötü çalışma koşulları, iş sağlığı güvenliğinin düzgün olmaması iş yerinde, ücretlerin asgari ücret düzeyinde düşük olması. Alors, la raison pour laquelle le syndicat a pu s'implanter là-bas, c'est parce que les conditions de travail étaient, il y avait de mauvaises conditions de travail, il y avait une paye qui était insuffisante et il y avait d'énormes problèmes sur l'hygiène et la sécurité au travail. Kadın işçiler açısından kadın olmalarından kaynaklı sorunlar, kadın olmalarından kaynaklı baskılar vardı. O baskıların ortadan kaldırılması. Il y avait aussi, concernant les femmes, donc les ouvrières, des problèmes spécifiques qu'elles vivaient parce que c'était des femmes. Dolayısıyla işçiler bir araya gelerek bu sorunları ortadan kaldırmak için harekete geçtiler ve örgütlendiler Petrol İş Sendikası'nda. Et les ouvriers ont décidé, ont voulu en terminer avec tous ces problèmes-là. C'est la raison pour laquelle ils ont préféré s'organiser au sein de Petrol İş. Bu örgütlülük sonucu işçilerin parça parça işten atıldığını, bölüm bölüm işten atıldığını daha önce söylemiştim. Alors, Daha önce söylemiştim. Buna ek olarak işçilerle beraber bu süreci, yani yaklaşık 300 günlük bu süreci farklı etkinliklerle, iş yerinin önünde farklı etkinlik ve eylemlerle beraber ördük. Alors, si les ouvriers ont commencé à être licenciés groupe par groupe d'abord, mais petit à petit, ça a été la totalité qui s'est retrouvée devant l'usine afin de conduire cette résistance. Bizim açımızdan, yani sendikal açıdan da zor bir dönemdi. De notre côté, du point de vue de notre syndicat, c'était une période très difficile pour nous aussi. Çünkü devamlı bir baskıyla karşılaşıyorduk. Parce qu'on était face à une pression constante. Bu baskılara karşı göğüs germek gerekiyordu. Nous avons dû être, résister à cette pression qui était constante et qui était très forte. Mesela işveren içerideki işçileri görmemesi için dışarıdaki işçilerin tel örgü ördü. Sonra çadır çekti araya. Par exemple, l'employeur voulait éviter qu'il y ait un contact visuel entre les ouvriers qui étaient dans l'usine et les ouvriers qui résistaient devant l'usine. Voilà pourquoi il a d'abord commencé par mettre des fils barbelés, puis par tendre des bâches afin que l'on puisse pas voir de l'intérieur ce qui se passait à l'extérieur. Ama bütün bunlara rağmen o kararlılık, o bir araya gelme bu zorluğun üstesinden geldi. Mais malgré toutes ces tentatives des employeurs, la ténacité et le côté décidé de nos ouvriers a fait que nous avons réussi à gagner. Yine spesifik bir örnek mesela, yani işveren orada bulunup ateş yakılmasına, çünkü kış dönemi direniş oldu, ateş yakılmasına karşı çıktı ve bunu yerel yetkililere bildirdi. Bunun yasaklanmasını, uzaklaştırılmasını istedi. Par exemple, il y a eu des petits exemples quand il faisait froid et que les ouvriers étaient devant l'usine. Certains avaient allumé des petits feux pour se réchauffer autour des petits brasiers. Eh bien, l'employeur est immédiatement allé voir les autorités locales de police pour leur demander de repousser un peu ces feux-là afin que les ouvriers ne puissent pas se réchauffer. Bütün bunlar engeldi. İşte bütün bunlara, engellere rağmen hem sendikanın organizasyonuyla ziyaret eden farklı sendikalar oldu. Malgré toutes ces tentatives, grâce à l'organisation du syndicat qui a été présente là et à la visite d'autres syndicats et de mouvements de solidarité d'autres associations, diğer sivil toplum örgütleri ve özellikle Türkiye'deki kadın örgütleri bu direnişi çok ziyaret ettiler. Plusieurs ONG en Turquie ont manifesté leur solidarité et également des mouvements de femmes sont venus pour montrer leur solidarité avec les ouvriers et les ouvrières. Bu oradaki işçilere ve özellikle kadın işçilere büyük bir moral oldu, motivasyon oldu. Et bien évidemment, ça a favorisé le moral et la motivation des ouvriers et surtout des ouvrières. Dolayısıyla daha sonra bu direnişi bir anlamda
başarıya da ulaştırmış oldu. En conséquence, toute cette solidarité a fait que cette lutte a été victorieuse. Teşekkür ederim. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai peut-être encore une autre question par rapport à aujourd'hui. Quels ont été en fait les retentissements de cette affaire en Turquie? Et puis surtout, je pense que voilà, tout le monde aimerait avoir aussi un peu des nouvelles de ces ouvriers, de ces ouvrières qui ont formé voilà. Birincisi bu olan Türkiye'de nasıl bir etki yarattı? İkincisi de bu işçiler, işten atılan işçiler ne oldu? Onlara ne oldu? Neredeler? Ne yapıyorlar? Bu olayın yani Flormar ya da İvroşi direnişinin Türkiye'de çok büyük bir etkisi oldu. La résistance de Flormar ou d'Yves Rocher a eu un impact très important en Turquie. Çünkü sendikayı, örgütlenmeyi, işçilerin bir araya gelebileceğini, kadın işçilerin bir araya gelerek birçok şeyi başaracağını kanıtladı. Parce que ça a été assez emblématique et symbolique de la manière dont les ouvriers peuvent s'organiser et mener des luttes victorieuses et surtout des ouvrières qui, lorsqu'elles décident quelque chose, arrivent à l'obtenir. Böyle bir dava açılması, böyle bir davanın görülmesi açısından yine bu davanın İvroşi'ye dava açılmasının Türkiye'de önemli bir yankısı oldu. Le fait d'avoir intenté tout ce processus juridique, donc ce procès a eu aussi un impact, une résonance en Turquie. Şöyle söyleyebiliriz, orada çalışan ve işten atılan işçiler açısından baktığımızda haklılıklarını sonuna kadar götürebileceklerini, haklı olduklarını iddia ettikleri yeni bir alan ortaya çıktı. Par rapport à tous les ouvriers qui ont été licenciés, qui ont perdu leur emploi de cette entreprise, ce procès va leur permettre de pouvoir, ce procès représente un nouvel espace où ils vont être en mesure de prouver leurs droits et que c'était eux qui avaient raison. İşçiler bu yüzden umutlu. Voilà pourquoi les ouvriers ont beaucoup d'espoir dans ce procès. Sendika açısından baktığımızda sonuçta biz hala İvroşi'nin oradaki fabrikasında örgütlenme çalışmaları yürütüyoruz. Bu örgütlülük açısından biz umutluyuz. Sendika bu işten umutlu. Pour le syndicat, nous avons un autre espoir, c'est que nous continuons notre travail de tentative de nous implanter au sein de l'entreprise donc de Yves Rocher. Donc, pour nous, bien entendu, ça représente aussi un espoir. Türkiye işçi sınıfı açısından bakacak olursak, Türkiye'deki işçilerin geneli açısından bakacak olursak, bu bağlamda Türkiye'deki yasaların yetersiz olmasından kaynaklı olarak yeni bir yasal araç ortaya çıktı. Et concernant la classe ouvrière turque en général, de par la situation juridique en Turquie qui n'est pas spécialement en faveur des intérêts donc de la classe ouvrière, eh bien, on peut se rendre compte que nous disposons désormais d'un nouvel instrument juridique afin de pouvoir faire avancer nos droits. Aslında biraz önce söylediğim bütün bu kesimler açısından umut verici bir gelişme. Et par rapport donc finalement à toutes les parties que je viens de citer, on est en mesure de dire que c'est une évolution qui nous donne de l'espoir. Kısaca etkilerini böyle özetlemiş olurum. Voilà comment est-ce que je peux résumer un peu l'impact que ça a eu en Turquie. Merci beaucoup, Nadia. Pour tout ce qui est interprétariat. Merci beaucoup encore une fois. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit en introduction, mais voilà, dans cette action en justice, donc côté parti, en fait, il y a Sherpa, bien sûr, il y a le syndicat Pétroliche avec nous, Actionnet France, mais aussi voilà 34 autres requérants et requérantes qui sont en fait voilà des ouvriers, des ouvrières qui se sont syndiqués et qui ont rejoint avec nous cette action en justice et qui viennent bien sûr mettre un poids supplémentaire pour apporter leur témoignage sur toute cette affaire.
Et donc, voilà, le RISA, c'est un peu notre point de contact avec, avec ces ouvriers, ces ouvrières, pour qu'on puisse voilà, avoir des nouvelles, etc. Donc, on est ravis en tout cas de les avoir aujourd'hui sur Paris pour pouvoir parler un peu de tout ce qui va nous animer dans ces prochaines semaines, dans ces prochains mois. Et voilà, merci beaucoup en tout cas, Lisa. Je vous propose de passer du coup à la séquence suivante. Maintenant qu'on a vu un peu tous les aspects très terrain sur l'historique, sur ce qui s'est passé, sur les enjeux en Turquie, sur aujourd'hui un peu les retentissements de cette affaire en Turquie, je vous propose d'avoir un peu un spectre et un aspect beaucoup plus juridique grâce à l'appui et à l'aide de l'ONG Sherpa et de Lucie surtout, qui nous accompagne du coup sur cette affaire. Voilà, Lucie, si tu veux bien présenter aussi peut-être Sherpa dans un premier temps et puis nous expliquer voilà, tous les aspects juridiques autour de cette affaire, comment ça s'est passé, comment ça se passe et surtout ce qu'on en attend et un peu l'importance aussi de cette loi sur le devoir de vigilance. Voilà, si tu veux bien nous expliquer tout ça. Avec plaisir. Merci beaucoup, Aurore. Merci à tous d'être présents. Et merci à Risa pour ce témoignage et ses explications et d'être présent aussi à Paris avec nous. Donc, pour revenir sur Sherpa, Sherpa, c'est une association de juristes qui cherche à utiliser le droit, mobiliser des outils juridiques pour lutter contre certaines formes d'impunité dont bénéficient aujourd'hui des acteurs économiques dans un contexte mondialisé, dans le contexte de la mondialisation. Et c'est notamment le cas des entreprises multinationales. Comment nous agissons? Nous menons des actions juridiques pour essayer de faire appliquer des textes existants qui ne sont pas forcément appliqués par ces acteurs économiques, par ces entreprises, mais également nous plaidons pour des changements plus structurels, des changements législatifs, lorsque les règles de droit ne sont pas adaptées ou sont insuffisantes pour protéger les personnes, l'environnement, face aux activités des entreprises. Je voulais donc, comme l'a mentionné Aurore, revenir sur plusieurs enjeux dans le dossier, notamment les enjeux juridiques. Les fondements juridiques qu'on utilise, notamment cette loi sur le devoir de vigilance, et la façon dont on s'en sert, dont on s'appuie sur ces dispositions dans ce dossier, et les demandes que nous formulons. Pour revenir sur les enjeux, ce dossier contre Yves Rocher est emblématique de l'un des combats de Sherpa, la question de la responsabilité des multinationales et notamment la question de la responsabilité des sociétés mères de ces multinationales. Pour parler techniquement, en droit, une société mère, en pratique, n'est pas responsable des actions de ses filiales et notamment n'est pas responsable des abus commis par ses filiales. Cela signifie en pratique qu'une entreprise peut créer des filiales à l'étranger, peut contrôler leur capital, nommer leurs administrateurs, avoir une influence sur leurs activités et cela est tirer profit, évidemment, tirer profit de ces activités-là. Et si cette filiale commet des atteintes à l'environnement ou aux droits humains, la société mère en France, en principe, n'est pas responsable. Elle n'engage pas sa responsabilité juridique et elle n'a pas à dédommager des victimes des abus commis par sa filiale. Et ce cadre juridique, qui est encore le cadre commun, constitue un problème et contribue à de nombreux problèmes économiques et sociaux que nous connaissons aujourd'hui. Parce qu'en fait, il incite les entreprises à faire produire leurs produits dans des pays où les droits des travailleurs ne sont pas respectés, où le droit de l'environnement est moins protecteur, où le droit de l'environnement n'est pas appliqué. Ça incite donc les entreprises à fonder finalement leur modèle économique, leur modèle d'affaires sur ces écarts de protection entre pays. Donc c'est une incitation qui pour nous est perverse et délétère. Et d'autre part, ça amène souvent au sein même des entreprises multinationales à des doubles standards entre, par exemple, les conditions de travail
des salariés en France et les conditions de travail des salariés dans les filiales étrangères. Et non seulement en termes de temps de travail, de rémunération, de droit du travail applicable localement, mais également lorsque des questions de droits fondamentaux et de libertés fondamentales sont en jeu. Et finalement, comme je le mentionnais, comme la société mère n'est pas responsable, cela veut aussi dire que lorsque une filiale commet des abus, les personnes affectées par ces abus n'ont pas accès à la justice en France pour demander réparation, dédommagement de leurs dommages. Et c'est pour faire changer ce cadre juridique que de nombreuses associations, des syndicats se sont mobilisés et continuent de se mobiliser en France, à l'étranger, pour mettre fin à ce système qui perpétue l'impunité des multinationales. En France, on a réussi ça a abouti à l'adoption en 2017 de la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, qui est un premier pas vers cette appréhension par le droit de la réalité économique des multinationales, des chaînes de valeur mondiales. C'est une première dans le monde, on en parlera brièvement à la fin, mais aujourd'hui, c'est un développement qui se poursuit au niveau européen notamment. Cette loi oblige certaines grandes entreprises françaises, pas l'ensemble des multinationales, mais certaines grandes entreprises françaises qui dépassent certains seuils, à adopter des mesures adaptées de prévention des atteintes graves aux droits humains, aux libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité des personnes et à l'environnement, qui résultent non seulement de leurs activités en France, mais également des activités de leurs filiales à l'étranger et des activités de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs. Et en pratique, qu'est-ce que cette loi prévoit? Elle prévoit que les entreprises doivent publier un plan de vigilance avec ces mesures de prévention, d'identification des risques et de prévention des atteintes, et qu'elles doivent mettre en œuvre de façon effective ce plan de vigilance. Et si l'entreprise ne le fait pas, elle peut voir sa responsabilité engagée devant les tribunaux français. Donc on sort en fait de ce cadre juridique très formaliste qui voit la société française complètement isolée de ses activités à l'international. On sort aussi seulement de la communication des entreprises en matière sociale et environnementale qui est souvent dépourvue d'effets juridiques. Et on parle cette fois d'obligations juridiques qui pèsent sur ces entreprises-là. Et donc, c'est sur le fondement de cette loi du 27 mars 2017 que nous nous fondons dans cette action contre le groupe Rocher et que nous avons assigné le groupe Rocher en mars dernier. Dans le cadre de cette action en justice, nous soutenons que l'entreprise a manqué à son devoir de vigilance concernant les activités de sa filiale, donc Kozan Cosmétiques ou Flormar en Turquie. Il faut savoir qu'avant 2020, l'entreprise n'avait même pas publié de plan de vigilance, donc elle n'avait pas rendu public les mesures de prévention qui pourtant sont obligatoires. Et c'est seulement lorsque nos organisations l'ont mis en demeure, en avril 2020, quelques mois plus tard, qu'elle a commencé à rendre public ces plans de vigilance. Et malheureusement, les plans de vigilance qui ont été publiés depuis sont tout autant insatisfaisants. Parce que si on regarde les dispositions légales, si on les suit, logiquement, l'entreprise aurait dû identifier les risques liés aux activités de sa filiale en Turquie, et donc reconnaître que la Turquie est un pays à risque en matière de liberté syndicale, de droits fondamentaux des travailleurs, de discrimination contre les femmes. Ce ne sont pas des informations secrètes, mais qui sont au contraire remontées très régulièrement par les associations locales, par les syndicats, par les organisations internationales comme l'OIT. Et au vu de ces risques, l'entreprise, une fois qu'elle a identifié ces risques, l'entreprise aurait dû prendre des mesures d'évaluation de la situation de sa filiale, c'est-à-dire vérifier si les mesures existaient pour que ces risques ne se réalisent pas dans sa filiale en Turquie. Et ce que montrent les différents témoignages des salariés qui sont à nos côtés dans cette action, c'est que ces mesures n'ont pas été prises. Beaucoup, Risa a déjà donné
nombre d'exemples, mais donc beaucoup de salariés nous expliquaient que ils étaient exposés à des produits toxiques sans équipements adaptés, qu'il y avait des différences de traitement entre hommes et femmes, qu'on leur imposait des heures supplémentaires, qu'ils subissaient des pressions psychologiques anormales, etc. Et c'est pour ces raisons qu'ils ont cherché à syndiquer. Et lorsqu'ils ont cherché à syndiquer, ils ont également reçu des pressions, des menaces, et ont finalement été licenciés. Et aujourd'hui encore, donc, plusieurs années plus tard, aucun syndicat n'est représenté dans l'entreprise. Et évidemment, il y a un climat de peur au sein des salariés au vu des licenciements massifs, des vagues de licenciements de toute personne qui avait exprimé un soutien au syndicat. Et pourtant, donc on voit, c'est précisément le type de violation, le type d'atteinte que le devoir de vigilance cherchait à éviter. Donc les atteintes aux droits fondamentaux commises dans les filiales des entreprises étrangères. Et donc c'est pour ça qu'on se fonde sur cette loi pour rechercher la responsabilité d'entreprise. En réalité, on formule deux types de demandes dans ce dossier qui correspondent aux deux types de mécanismes juridiques qui sont prévus dans la loi sur le devoir de vigilance. Premièrement, nous demandons au juge d'enjoindre à l'entreprise de se conformer à l'avenir au devoir de vigilance, parce que nous considérons qu'elle ne se conforme toujours pas, et notamment de prendre des mesures sur place pour s'assurer que les droits des travailleurs, des travailleuses sont respectés, que la liberté syndicale est effective. Et deuxièmement, nous demandons le dédommagement des préjudices subis par le syndicat d'une part et par ses anciens salariés du fait du manque de vigilance d'Yves Rocher. Donc, il faut savoir, comme je le mentionnais tout à l'heure, qu'aujourd'hui, la loi sur le devoir de vigilance inspire les législateurs dans plusieurs pays du monde. L'Allemagne, la Norvège ont adopté des législations en la matière et en février cette année, la Commission européenne a proposé une directive sur ce sujet. Et donc, cette action en justice, qui est l'une des 7 actions en cours aujourd'hui devant les tribunaux français sur ce fondement, montre les potentialités que ces dispositions, que présentent ces dispositions pour le respect des droits fondamentaux, pour le respect des droits des femmes, pour le respect de la liberté syndicale, et comment elles peuvent être utilisées par des syndicats, par des associations, par des victimes en France et à l'étranger. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucie. Est-ce que tu peux nous dire peut-être en quoi vraiment cette affaire, par rapport voilà, aux 7 autres actions en cours qui se basent sur la loi du devoir de vigilance, est assez innovante? Il me semble que du coup, c'est peut-être la première action en justice qui s'attaque directement au droit à la liberté syndicale finalement. Oui, alors c'est vrai que cette action porte sur des questions très variées, mais qui correspondent au champ d'application du devoir de vigilance. Et cette action, elle a plusieurs aspects particuliers. Le premier, c'est qu'elle traite donc des droits des salariés d'une filiale étrangère d'une société française, et c'est la seule dans ce cas-là. Il y a une autre action, celle contre la Poste, qui porte aussi sur la question du droit du travail, mais plutôt en France. C'est pour l'instant la seule en matière de droit des travailleurs dans une filiale étrangère. Et c'est aussi une action où parmi les demandeurs, il y a des personnes physiques, donc des anciens salariés, qui demandent des dédommagements des préjudices subis. Et en ça, c'est aussi un cas particulier. Et donc pour le recueil de la preuve, etc., les témoignages des salariés qui ont aussi partie requérant, c'est tout à fait important. Alors c'est évidemment une étape importante. Après, dans ce dossier comme dans beaucoup d'autres, on fait face à des obstacles dans l'accès à la preuve, puisque beaucoup d'informations qui sont essentielles pour démontrer que la société a manqué à son devoir de vigilance sont détenues par la société elle-même. Quand je dis la société, je parle de Yves Rocher. Et donc, mais ça, ce n'est pas une particularité de ce dossier, c'est le cas dans beaucoup de dossiers qu'on a contre des entreprises, c'est-à-dire qu'il y a une asymétrie d'informations
qui constituent un obstacle à l'accès à la justice. Très bien, mais merci beaucoup en tout cas. Peut-être une dernière question sur, voilà, parce que je sais que c'est quelque chose aussi qui nous a pas mal animé, Chanel, Petrolis, Sherpa, par rapport à la compétence, le tribunal compétent en matière, voilà, en la matière, sur la loi du devoir de vigilance. Peut-être dire quelques mots sur ça. Je pense que c'est intéressant aussi, ce transfert de compétences. Alors, oui, en effet, la plupart des dossiers que je mentionnais tout à l'heure, ont été retardés par des exceptions d'incompétence soulevées par les sociétés défenderesses qui soutenaient que c'était les tribunaux de commerce qui étaient compétents et non pas les tribunaux judiciaires. Il faut savoir que les tribunaux de commerce en France sont des juridictions spéciales composées de dirigeants d'entreprises, de commerçants et de dirigeants d'entreprises. Cette question a été tranchée à la fois par la jurisprudence, par une décision de la Cour de cassation en décembre dernier, et surtout par la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, qui a été adoptée en décembre dernier, qui a finalement confié l'ensemble des contentieux, du contentieux sur ce fondement-là au tribunal judiciaire de Paris, et que l'on a donc saisi en mars dernier lorsqu'on a assigné Yves Rocher en justice. Très bien, merci beaucoup en tout cas. On a quelques questions dans le chat. On va peut-être faire du coup un retour en arrière. Jana, je suis désolée. Tu peux voilà, retraduire une question qu'on a eue dans le chat de la part de Laurent qui dit bonjour déjà dans un premier temps. Pour Petrolis, donc en quoi le lien avec Actionnet, Sherpa et la France est important? Akşener, Sherpa ve Petroliş arasındaki bağ önemli. Çok güzel bir soru aslında. Bugün burada anlatılanlar onun önemini ortaya koyuyor. Alors, c'est une très bonne question et à vrai dire, ce dont on est en train de parler actuellement montre l'importance de ce lien. Çünkü bu sadece soruya bakacak olursak sadece petrol işinin yürüteceği bir süreç değil. Parce qu'à vrai dire, ce n'est pas un processus que Petrolich pourrait faire tout seul. Gerçekten bunun toplumsal olarak bilinmesi, dünyaya yayılması, kamuoyu açısından duyurulması açısından bir süreç gerekiyor. On avait besoin d'un processus qui permette de faire un meilleur travail sur l'opinion publique afin que cela soit connu et de pouvoir s'ouvrir. Biz demokratik kitle örgütleri olarak bunu birlikte yapıyoruz. ActionAid ile birlikte yapıyoruz. Sherpa ile birlikte yapıyoruz. Tabii Sherpa'nın buradaki konumu biraz daha farklı. Alors nous, en tant qu'organisation démocratique de masse, nous avons bien sûr à le faire avec ActionAid, avec Sherpa aussi. Et là, la position de Sherpa, elle est un peu spéciale ici. Dolayısıyla bu davanın açılması, bu davanın hukuki anlamda takip edilmesi, Fransa'da bütün bunların takip edilmesi bir anlamda Sherpa tarafından gerçekleştiriliyor. Et bien sûr, transformer cette action en une action de justice, trouver les bases juridiques pour le faire et vraiment mettre les pavés, cette voie dans le domaine juridique, bien sûr, c'est grâce à Sherpa. Bütün bu işbirliği olmasa bu süreç aslında çok da sağlıklı yürümeyecek bir süreçtir. S'il n'y avait pas eu ce lien entre nos différentes organisations, à vrai dire, ce processus n'aurait pas été très très viable. Dolayısıyla ben tekrar çok teşekkür ediyorum Sherpa'ya, Lucy'ye çok teşekkür ediyorum. ActionAid'e, oraya çok teşekkür ediyorum. Bu süreci birlikte götürüyoruz. Ancak birlikte devam edebiliriz. Ancak bir aradayken bu süreç ilerleyebilir. Başka türlü tek yani tek bunu petrol işinin götürmesinin bir şeyi yok. Olanağı da gözükmüyor. Et voilà pourquoi je tiens bien entendu à remercier très fortement Sherpa, donc à remercier Lucie et à remercier aussi Aurore, à remercier ActionAid, et pour dire que ce processus a été possible parce que nous étions ensemble, et il ne peut continuer également que
parce qu'on est ensemble. Nous, tout seuls, ça aurait été très, très difficile pour nous de pouvoir faire ça. Lucy çok güzel özetledi. Yani bu yasa ileride daha da fazla şirket için gündemimize gelecek. Dolayısıyla bu işbirliği ileride çok daha sağlamlaşacak diye düşünüyorum. Et Lucie l'a bien expliqué que cette loi va bientôt représenter un exemple pour énormément d'entreprises. Et voilà pourquoi je pense qu'à l'avenir, nous allons encore pouvoir collaborer ensemble. Teşekkür ederim. Merci. Et j'ajouterais aussi, je pense que la réciproque est aussi valable finalement, puisque le soutien voilà, du syndicat turc Petrovic, mais aussi des requérants, des requérantes qui ont témoigné pour cette action en justice, nous permet à Sherpa et à Genève de porter tout plaidoyer sur la loi, sur le devoir de vigilance et de recueillir aussi, d'obtenir des avancées juridiques en la matière pour avoir toujours plus de protection des travailleurs et des travailleuses dans le monde. Et voilà, si Lucie, tu veux compléter ou sinon on passe à la question suivante. On a une question, on peut continuer avec Anna. On a une autre question. On a une autre question de Marie-Noël. Alors peut-être qu'elle s'adresse un peu à tous, en fait, et à tous. Donc Marie-Noël nous dit bonjour et merci beaucoup pour ce webinaire. Aucun autre syndicat, notamment une fédération syndicale internationale, n'est parti à cette action. Vous avez une explication? En effet, alors il n'y a pas de fédération syndicale internationale qui est partie. Là, le choix qui a été fait, même si on a évidemment le soutien de nombreux syndicats qui avaient manifesté leur soutien depuis le début, depuis 2018, y compris le soutien d'Industriol, qui est la fédération syndicale internationale dont Petrovic fait partie. Là, étant donné les atteintes sur lesquelles on s'appuie dans le dossier et qui visait particulièrement Petrolich, c'est évidemment naturel que ce soit Petrolich qui porte ce dossier et qui soit partie à cette action. Mais je vous laisse Lisa compléter. Bir iki şey söylemek istiyorum ben de. Alors, je voudrais rajouter quelques points. Aslında Lucy çok güzel cevapladı. Donc, Lucie a bien expliqué. Birincisi Petrol Sendikası daha çok uluslu şirketlerde Türkiye'de örgütlenen sendika. Alors, il faut savoir que Petrolich est le syndicat qui a tendance à s'organiser dans les multinationales qui travaillent en Turquie. %50'den fazlası çok uluslu şirketler Petrol Sendikası'nın örgütlü olduğu iş yerlerinin. Si on regarde les entreprises dans lesquelles Petrolich est implanté, plus de 50% ce sont des multinationales en Turquie. Ve hak ihlalleri çok yoğun. Et il y a énormément de violations de droits. Bu süreçte tabii baktığımızda şeyi de anlatırken sadece Flormar direnişi sırasında değil, bu dava sürecinde de birçok destekçi, birçok demokratik kitle örgütü, sendika desteklerini sundular. Alors, il faut savoir qu'il y a eu énormément de syndicats, énormément d'organisations de masse, d'organisations démocratiques de masse, qui ont montré leur solidarité, pas uniquement durant la résistance qui s'est déroulée devant l'usine, mais également durant ce processus juridique. Ama işin doğası olarak yani hak ihlali bu şirkette Petroliş'in örgütlü olduğu iş yeriydi. Ondan oldu. Dolayısıyla beraber bir işbirliği yapmayı gerekli kıldı. Mais naturellement, enfin, quand on regarde un peu ce qui s'est passé, c'est les violations de droits se sont déroulées dans cette usine où il y avait le syndicat Petrolich. Donc, c'est tout à fait naturel que une collaboration se soit nouée entre Petrolich et les autres partenaires. Çok teşekkür ediyorum. Merci. Merci beaucoup. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de passer du coup à la séquence suivante, mais n'hésitez pas à continuer de poser vos questions dans le chat. On fait des allers-retours, c'est pas grave. La conversation en est d'autant plus intéressante. Donc on a le plaisir aussi de recevoir Anna qui est la présidente du coup du collectif de l'organisation Femmes Égalité.
Ça fait quand même un petit bout de temps que tu suis un peu toutes ces actions et toute la mobilisation autour. Vous êtes un collectif vraiment engagé sur ces questions-là. Tu auras certainement l'occasion de nous en dire un peu plus. Je te laisse présenter l'organisation Femmes Égalité, ce que vous faites et comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à cette affaire. D'accord. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous remercions aussi l'invitation à cette webinaire. C'est important, c'est vraiment important de tisser ces liens au niveau international. Alors, très rapidement, par rapport à Femmes Égalité, c'est une organisation qui s'est construite et qui s'est développée dans l'action et sur le terrain. Et notre ADN, notre objectif principal, c'est la défense des aspirations et des revendications des femmes des milieux populaires. Les femmes travailleuses, ouvrières, les femmes des métiers féminisés, celles qu'on appelle aujourd'hui les premières des corvées, les femmes des quartiers. Notre organisation est aussi une organisation qui condamne fermement les rapports de domination des grandes puissances, des puissances impérialistes qui dominent les peuples, leurs firmes multinationales qui pillent leurs richesses, qui sèment la misère. Et nous sommes une organisation internationaliste. La solidarité internationale avec les femmes des peuples qui se battent pour leur liberté, pour le progrès social, est pour nous très importante. Et en premier, notre solidarité va aux femmes d'Afrique. C'est pour ça que je vous parlerai du Burkina Faso. Pourquoi les femmes d'Afrique, de par le rôle que la France a joué et joue encore en Afrique, avec une politique coloniale, néocoloniale, qui est très néfaste pour les peuples et en particulier pour les femmes. Donc voilà, en quelques mots, qu'est-ce que c'est Femmes Égalité? Et si on participe aujourd'hui, c'est pour dire que c'est pas la première fois que les groupes Yves Rocher se débarrassent des travailleuses qui se syndiquent pour se défendre. D'accord? Donc, on voulait porter ce témoignage. Nous, on a fait l'expérience en 2004 avec les ouvrières de la Gacilienne qui travaillaient au Burkina Faso à Ouagadougou, qui ont été licenciées. Elles étaient 133. Alors, comment on est arrivé à connaître cette situation? Il faut savoir déjà que cette entreprise, la Gacilienne, était une filiale du groupe Yves Rocher à Ouagadougou, au Burkina Faso, qu'elle avait été créée en 1996 dans le cadre d'un projet de développement au Burkina Faso qui avait été fait par la commune de la Gacilly en Bretagne. Elle employait 133 ouvrières, qu'elle fabriquait des sachets publicitaires où elle mettait des rouleaux de tombola qui étaient distribués comme cadeau aux clientes d'Yves Rocher en Europe. Ça, c'était leur travail. En 2004, notre organisation organise un voyage au Burkina Faso dans le cadre d'Action de solidarité. On envoie une délégation de 11 femmes qui sont accueillies par une organisation de femmes là-bas, qui s'appelle toujours Kebaina, qui travaille aussi avec les femmes au milieu populaire. Alors, on a un riche programme de visites, des femmes qui vont, des visites pour connaître la vie et le travail des femmes au Burkina Faso. Et nous, on savait qu'Yves Rocher avait une filiale et on avait demandé à Kebaina de pouvoir rencontrer ces ouvrières pour connaître leur travail. On ne savait pas plus. Donc, Kebaina fait appel au syndicat présent dans cette usine, que c'est la CGTB. Et la CGTB organise une rencontre à la Bourse du Travail. Et donc, la délégation se retrouve, elle pensait que c'était une délégation de quelques ouvrières, elle se retrouve avec 66 ouvrières, toutes syndiquées,
qui sont venues parler parce qu'elles ne pouvaient plus. Alors, c'est impressionnant de trouver 66 ouvrières syndiquées au Burkina Faso dans la même usine. Chômage, technique impayée et à répétition, conditions de travail déplorables, des pièces peu éclairées, peu aérées, car parfois il fait 40 degrés, décadence. Nos prises en compte des heures d'allaitement dans le paiement des salaires, ce qui figure sur le code du travail au Burkina Faso. De plus, dans un pays comme le Burkina Faso, où l'allaitement est important. Absence de visite médicale, sanctions abusives pour bavardage, brimade. Donc, elles nous font part de ça, elles nous demandent d'interpeller Ifroché. Nous allons rentrer en contact avec la direction de la CGTB au retour de cette délégation qui est vraiment révoltée et qui veut tout faire pour que cette situation change. La direction de la CGTB confirme ces témoignages et nous envoie les preuves. C'est à ce moment-là que nous écrivons au groupe Ifroché pour lui faire part de la situation et lui demander de mettre fin à cette situation difficile que vivent ces femmes dans un délai rapide. Le groupe Ifroché nous a répondu et nous avons rencontré au mois d'octobre un représentant qui s'est engagé à considérer un certain nombre de revendications et à examiner de plus près la situation. Au mois de décembre, on est toujours en 2004, nous sommes informés par le groupe Ifroché lui-même qu'il a engagé un cabinet pour faire un audit à la Gacilly. Et on nous propose un rendez-vous en janvier 2005 pour prendre connaissance du rapport que ce cabinet a établi. Nous sommes allés à ces rendez-vous et le rapport affirme de façon catégorique la situation telle que nous l'avions déjà présentée dans notre journal. Ils avaient rencontré la directrice de l'entreprise et 6 ouvrières. Nous avions rencontré 66 et on nous avait envoyé des témoignages, des preuves de témoignages. Ces rapports disaient aussi qu'on avait mené une opération de dénigrement. Alors, nous avons rapidement écrit à la direction de la CGTB, dont le secrétaire général lui-même a écrit à Ifroché pour dire que ces témoignages n'étaient pas anonymes, qu'il savait toutes les preuves et qu'il pouvait affirmer publiquement qu'Ifroché ne respectait pas les codes du travail du Burkina Faso. À partir de ce moment-là, on a commencé à penser que la situation devenait difficile. Et en avril 2005, on nous informe qu'Ifroché a décidé de quitter le Burkina Faso. On était en contact permanent avec les syndicats là-bas. Le 1er août 2005, la filiale du groupe procède au licenciement des ouvrières, à la fermeture de l'usine, et elle met à la rue 133 femmes sans explication, sans préavis, sans indemnité. Alors, elles sont révoltées, elles veulent résister avec leurs syndicats, elles veulent lutter. On nous fait part de cette décision, on lance une campagne. Nous rentrons en contact immédiatement avec des organisations que nous on connaissait, avec qui on avait des liens, et des structures syndicales avec qui on avait des liens. On a commencé avec celles et ceux qu'on connaissait. La commission femmes
et mondialisation d'attaque répond. Je les nomme parce que c'était vraiment important, ils ont répondu rapidement. L'Union locale CGT de Massy, l'Union locale CGT de Sainte-Geneviève-des-Bois, les syndicats Yves Rocher, CGT, d'ici en France, répond aussi à la campagne. Peuple solidaire, qui c'était, je te laisserai expliquer, qui est devenu aujourd'hui Action Aide France, très impliqué dans la campagne. Et il y avait aussi Survie, la FASPA, les collectifs féministes de rupture. Ce sont les premiers, mais au fur et à mesure, ce collectif a grandi et on était 35 associations, structures syndicales, organisations. Nous avons mené une campagne, mais vraiment très intense. Pétition avec des milliers de signatures, un soutien formidable. On faisait signer devant les magasins des Rocher. On est allé dans plusieurs magasins le même jour et on a convoqué la presse le même jour. On a fait un DVD pour cette campagne. Il y a eu des conférences de presse, il y a eu plusieurs articles dans les journaux et il y a eu une carte postale qui avait été réalisée par Peuple Solidaire. On n'a pas arrêté, même sous la neige, en pleine fête de Noël, ce qui était un moment important pour faire une telle campagne. Alors, cette campagne a fini par payer. Ces ouvriers qui avaient été licenciés à la fin, parce qu'on leur avait versé une prime de 76 €, leur détermination, parce qu'elles ont continué à rester regroupées et à continuer à se battre, ce qui n'est pas facile parce qu'elles n'avaient plus de salaire, elles ont fini par obtenir une prime de départ de 30 mois de salaire brut, ce qui est important pour le Burkina Faso, et un fonds que Yves Rocher avait mis en place pour les aider à financer un certain nombre de projets qu'elles avaient. Très franchement, ça a été une campagne qui nous a renforcés toutes et tous ça, et on est sorti, j'explique pas plus parce que je dirais après vraiment pourquoi il fallait s'engager dans une telle campagne, et pourquoi aussi les organisations des femmes et autres, on est concerné par des situations comme celle-ci. Voilà. Mais je t'invite complètement à parler d'ores et déjà en fait de pourquoi c'est un enjeu féministe et pourquoi il est important que l'ensemble de la société civile, notamment les organisations féministes, se mobilisent et s'organisent pour ce. Je vais parler de notre expérience. C'est pas une question c'est pas du tout, il faut faire comme ça. Notre expérience. C'est-à-dire pour nous, l'internationalisme est un pilier pour notre organisation. Et cette campagne nous permettait de faire passer dans la vie, pas seulement dans les paroles, dans la vie, faire passer l'internationalisme et la solidarité. C'est ce type d'exemple, ce type de lutte qui fait permettre de montrer dans la vie, dans le réel, qu'est-ce que c'est la solidarité. C'était aussi l'occasion. Et ça, c'était très important pour l'Afrique, mais c'est très important partout, de montrer des femmes debout qui se battent, qui ont eu un coup, mais qui restent debout, qui s'organisent, qui se syndiquent et qui se battent. Alors, on est en train de le voir ici en France. Ce qu'on appelle les premières de corvée, elles sont debout, elles continuent à se battre pour demander la révalorisation de leur métier, l'augmentation des salaires. Des femmes debout qui se battent, qui résistent. Et aussi, on revendique en tant qu'organisation des femmes le droit au travail pour les femmes, les droits à se syndiquer, les droits à revendiquer. On revendique aussi, on se bat contre la répression des syndicalistes en France, et forcément qu'on est concerné
par ces exemples de lutte, ces organisations, ces femmes qui se syndiquent et luttent dans d'autres pays, et surtout quand ça concerne un groupe français. C'est notre première obligation. Ça concerne un groupe français, Yves Rocher. On est en France. On se bat ici pour dénoncer cette situation et pour les soutenir. Et finalement, on le voit aussi avec la sous-traitance ici même en France, mais au niveau international, les grands groupes, pour faire plus de bénéfices, cherchent une main-d'œuvre qu'ils pensent plus flexible, qui pourra être plus précaire et qu'on pourra plus surexploiter dans d'autres pays qu'ici, qu'en France. Donc, ce que nous on dit, c'est que l'inégalité qu'il y a ici, parce que les femmes ici sont déjà dans des métiers précaires, flexibles. L'inégalité qu'il y a ici, finalement, se prolonge et se renforce dans d'autres pays. Et nous sommes concernés par ces prolongements, par ces renforcements et par leur lutte. Voilà, je dis en quelques mots pourquoi c'était important et pourquoi l'exemple des femmes turques est aussi important pour nous. Et c'est pas que nous, on leur apporte la solidarité. S'il n'y a pas lutte là-bas, il ne peut pas avoir solidarité. Leur lutte, c'est l'élément essentiel. Leur lutte, c'est vraiment les premiers piliers d'une campagne. Donc, voilà, je finirai là. Et du coup, vous continuez encore la mobilisation pour ce cas-là précis de Givenchy en Turquie. Vous relayez moins voilà, la situation, ce qui se passe dans votre... Et là, on va là, on n'a pas pu les... Vous savez, le Burkina Faso aujourd'hui, ne me donnez pas la possibilité, parce que le Burkina Faso aujourd'hui est dans une situation de guerre, avec tout ce qui se passe dans le Sahel, avec tous les groupes djihadistes, avec la présence de l'armée française là-bas. C'est un pays qui est en guerre et il y a des millions de déplacés, des sommes où ils doivent quitter. Et donc, c'est les femmes qui partent avec les enfants, avec les vieillards pour se déplacer. Donc, c'était très difficile de leur proposer de se connecter en web binaire. Donc, mais l'entreprise, la gacilienne n'existe plus, mais plusieurs de ces syndicalistes gaciliennes sont devenus des syndicalistes importantes de la CGTB. Donc, cette lutte aussi a permis qu'elle s'affirme et le rôle du syndicat là-bas a été exemplaire parce qu'ils sont mobilisés ils sont mobilisés là-bas pour soutenir les ouvrières de la gacilienne. Donc ça, c'était aussi des liens très forts. On a invité pour le 8 mars, après les succès en 2006, on a invité une représentante pour faire ici un rassemblement et il y a eu une délégation des femmes de la gacilienne qui est allée au Forum social mondial à Bamako en janvier 2006 pour annoncer la victoire parce que Yves Rocher avait décidé à donner l'accord pour négocier 3 jours après ce Forum mondial social et ils ont signé l'accord pratiquement la veille. Donc, elles sont allées pour annoncer, comme on disait, elles se sont hissées à la tribune avec leur lutte pour annoncer la victoire. C'était pour l'Afrique et pour un groupe français en Afrique, c'était quelque chose d'important. C'est un beau message d'espoir que tu passes aujourd'hui. Ah, ouais. Mais on a toujours l'espoir avec tous celles et ceux qui s'organisent et qui se battent. Hein. C'est de toute façon, il n'y a pas un autre chemin et on arrive à un moment donné à imposer les choses. Mais merci beaucoup en tout cas Anna. On a une dernière question dans le chat de la part de Maude qui dit bonjour, merci beaucoup pour ce webinaire.
je souhaiterais connaître les enjeux et le résultat de l'audience d'orientation qui a lieu aujourd'hui, s'il vous plaît. Donc, c'est vrai que ce webinaire, nous, on l'avait organisé dans la lignée, on va dire, de la première audience qui avait lieu aujourd'hui, donc dans le cadre de cette affaire. Voilà, donc il s'agissait simplement d'une audience de procédure d'orientation, donc les enjeux n'étaient pas tellement importants. On a eu simplement une nouvelle date dans l'agenda, donc une deuxième audience aura lieu le 6 octobre, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on en saura plus à la rentrée du coup, et bien sûr on vous tiendra au courant de l'avancée, de l'avancement de cette affaire qui nous anime toutes et tous. Si on arrive à la fin en fait de ce webinaire, si vous souhaitez faire voilà un dernier mot, une dernière phrase de conclusion, je vous laisse la parole. Lucie, si tu veux commencer peut-être en phrase de conclusion. Oui, bon, je pense que tout a été couvert. En tout cas, c'était très appréciable pour moi d'entendre ce témoignage sur de la situation de femmes qui se battent pour leurs droits dans différentes parties du monde. On a l'espoir que ce soit pas seulement à travers la négociation et à travers les campagnes qu'on puisse un jour obtenir des résultats, mais que ce soit la norme et que ce soit le droit qui impose aux entreprises de se comporter, de respecter les droits des personnes, les droits des femmes, les droits des travailleurs, où que ce soit qu'elles opèrent dans le monde. Merci beaucoup. Lisa, si tu veux conclure, dire un dernier mot. Aslında şunu söylemek isterim, mesajım şu olsun isterim. Ben de ileride gerçekten bu mücadelelerle değil de çok kolay bir şekilde temel haklarının, temel sendikal haklarının tanınmış olduğu bir dünya istiyorum. Moi aussi, je voudrais, ce que je voudrais dire, c'est que j'aimerais bien que, à l'avenir, on puisse vivre dans un monde où il existe ces libertés, les libertés syndicales, sans devoir passer par toutes ces luttes et toutes ces négociations, que ce soit quelque chose de normal. Ama böyle bir dünyayı kazanmanın temel koşulu da arkadaşımızın söylediği gibi mücadeleye devam etmekten geçiyor. Mais si nous désirons vivre dans un monde comme ça, comme le disait Anna, eh bien, ça passe par la lutte et par la résistance. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim herkese. Je vous remercie. Ben, j'y vais exactement dans la même ligne que Ressa. Pour que ça devienne la norme, il faut se battre. Tout le code du travail a été écrit par les travailleurs et par les travailleurs d'abord par la lutte. Donc, il faut qu'on se batte. C'est vraiment ça qui est essentiel. Et pour se battre, il faut être organisé. Et dans les entreprises, très franchement, il faut se syndiquer. Partout, en France aussi, hein, parce qu'on a besoin de ça. Merci beaucoup. En tout cas, je voulais vous remercier du coup individuellement. Merci Reza, merci Jalal, merci Lucie, merci Anna, merci Sundus, qu'on ne voit pas mais qui est à la technique et qui nous rend vraiment une fière chandelle. Merci beaucoup Sundus. En conclusion, simplement, voilà, vous dire que depuis du coup mars 2021, avec l'aide de Sherpa, on récolte des messages de soutien à destination des ouvriers, des ouvrières, voilà, de l'usine Cosmar et donc qui appartient à la marque Flormar. Et donc aujourd'hui, à l'occasion de ce webinaire, on souhaitait simplement remettre un peu les messages de soutien qu'on a pu récolter. Au total, depuis mars 2021, on en a récolté plus de 1500. Donc merci à vous d'avoir pu mettre vos messages de soutien. On les a consolidés dans un petit livret. C'est juste un tout petit peu, une toute petite partie des messages de soutien qu'on a récoltés et on les a traduits en turc. Du coup, je le transmets uniquement à Odia pour voilà, transmettre en turc. Merci beaucoup. Voilà, merci à tous et merci à toutes d'avoir suivi ce webinaire et on vous tiendra au courant des suites.